Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leur challenge et leur succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, aujourd'hui je reçois Nicolas Froissart, entrepreneur social et dirigeant du groupe SOS, la plus grande association de France, avec plus de 20 000 salariés, 700 établissements. Mais Nicolas se dit surtout entrepreneur pour un monde plus chouette, sa baseline LinkedIn. Et d'ajouter, n'est-ce pas aussi, et même surtout la façon dont on se comporte avec les autres, avec la planète, qui fait qu'on réussit sa vie? J'avais très envie de rencontrer Nicolas et de l'inviter sur mon podcast afin d'échanger sur les innovations sociales, l'engagement des citoyens, des entreprises, pour plus de solidarité, d'équité. Comment agir pour un monde plus harmonieux? Cela a parfaitement résonné chez moi, qui suis investi au board de l'ONG Passerelle Numérique depuis plus de 7 ans. Belle écoute! Bonjour Nicolas. Bonjour Simonie. Ravi de t'avoir sur mon podcast Connecting Leaders. Je suis ravi d'être là. Est-ce que déjà, tu pourrais te présenter sous l'angle que tu souhaites? Je m'appelle Nicolas Froissart, j'habite à Paris depuis 25 ans environ. J'ai 2 enfants et d'un point de vue professionnel et personnel, on peut dire que j'essaye de changer les choses à mon niveau et de faire en sorte de contribuer à rendre ce monde un peu plus agréable à vivre pour toutes et tous. Donc tu as rejoint justement le groupe SOS il y a 20 ans. Donc maintenant tu fais partie de l'équipe dirigeante. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe SOS déjà? Ça fait plus de 20 ans, ça fait 23 ans je crois, puisque j'y suis arrivé en 2000, donc c'est facile de calculer. Effectivement, ça fait un petit moment maintenant que j'en suis un des dirigeants. L'objectif, je pense, du groupe, si on essaye de résumer vraiment très simplement, parce que c'est une organisation complexe aujourd'hui, avec plus de 20 000 salariés, plus de 700 établissements. Moi, je pense qu'on peut dire que c'est une organisation non lucrative, donc associative, qui n'a pas d'actionnaire, c'est important, et qui œuvre pour l'intérêt général en créant, en inventant des solutions, des dispositifs, des établissements qui luttent contre la société à 2 vitesses qui malheureusement se développe un peu partout dans le monde et aussi en France. C'est-à-dire qu'on essaye de proposer des services de qualité à toutes et tous, y compris les plus vulnérables, les plus précaires, les plus fragiles, dans le domaine de la santé, de l'accompagnement du grand âge, de l'accueil de la petite enfance, du handicap, de la culture, de la transition écologique. Voilà, tous les sujets qui sont évidemment aujourd'hui très importants pour nos concitoyens et de façon générale pour notre société. On invente des solutions avec nos équipes sur le terrain qui sont pérennes et qui ont pour objectif de trouver des réponses concrètes, efficaces aux problèmes que peuvent rencontrer concitoyens en France et de plus en plus à l'international au quotidien. D'accord, donc vous œuvrez aussi à l'international donc? Oui, on gère depuis longtemps maintenant des ONG qui se développent beaucoup. On est de plus en plus présent à l'international. On est encore majoritairement un groupe qui intervient en France métropolitaine et outre-mer, beaucoup aussi, parce que les besoins sont grands. Et ce que le groupe SOS a développé comme savoir-faire en France est utile aussi dans d'autres pays. Donc on développe des ONG sur la santé, sur l'éducation. On accompagne aussi des entrepreneurs sociaux un peu partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui, je pense que le modèle du groupe SOS, c'est-à-dire non lucratif mais entrepreneur, est une bonne réponse pour tous les enjeux qu'on connaît ici et ailleurs. Est-ce qu'il y a un impact dont tu serais le plus fier durant toute ta carrière, ces 23 années au sein du groupe SOS? C'est difficile à dire, c'est une série de choses, c'est beaucoup de rencontres parce que je passe beaucoup de temps sur le terrain. L'impact, c'est plus ce qu'on fait effectivement au quotidien auprès de nos bénéficiaires. Ça peut être des personnes âgées dépendantes, des personnes en situation de handicap, et des enfants. Beaucoup d'enfants, on n'en parle pas suffisamment, mais qui sont en difficulté sociale et familiale en France. On n'en parle pas suffisamment dans notre société et c'est dramatique.
mais ça peut être aussi des actions auprès de femmes victimes de violences, la grande précarité qui évidemment est un sujet important aujourd'hui dans notre pays. C'est des rencontres avec des professionnels, des bénévoles aussi, qui décident de dédier une partie de leur temps, une partie importante de leur temps aux autres. Et je trouve que il faudrait qu'on valorise davantage ces métiers, ces professions qui malheureusement parfois n'ont pas la reconnaissance, y compris salariale, qu'elles méritent. Et pour moi, ces personnes que je rencontre au quotidien, nos salariés, nos bénévoles, et puis toutes celles et tous ceux finalement qui s'engagent dans le secteur associatif pour les autres, me semblent incarner le projet de société dont on a besoin. Particulièrement aujourd'hui, les tensions sont grandes. Beaucoup de personnes sont en quête de sens, sont un peu paumées, savent plus trop où on va collectivement. Est-ce qu'on peut encore parler de collectif d'ailleurs quand il y a autant de fractures dans notre pays, alors qu'on a besoin de collectifs justement, de coopération, d'entraide, de solidarité comme jamais. Et je pense que nos équipes sur le terrain, voilà, moi je me bats pour qu'on parle davantage d'elles, qu'on les valorise, valorise, et puis simplement que nos concitoyens entendent davantage parler de ces personnes qui, il me semble, montrent le chemin. Pour répondre peut-être plus concrètement, j'ai échangé avec une de nos salariées justement qui part bientôt à la retraite et qui a fait quasiment toute sa carrière dans la protection de l'enfance. Et c'est magnifique. Elle a traversé évidemment des expériences parfois très très complexes, sur des sujets évidemment qui sont difficiles. Parfois en redressant, elle était directrice d'établissement. Parfois en redressant des établissements donc qui s'occupent d'enfants en difficulté, que parfois on a repris par exemple parce qu'ils étaient mal gérés, en difficulté, dans lequel il pouvait y avoir même des situations de violence de la part du personnel envers des enfants qui déjà étaient placés là parce que victimes de violence dans leur famille. Et cette personne qui va partir dans quelques semaines ou quelques mois à la retraite, et donc qui est passée par des choses qui a dû voir des choses extrêmement compliquées, difficiles à vivre, dures, de par déjà l'activité qui est d'accompagner des enfants qui ont été victimes de violences et parfois de violences sexuelles, et qui en plus a dû parfois se battre dans des environnements compliqués avec des équipes qui n'étaient pas adaptées ou qui faisaient mal leur boulot, et dans des contextes extrêmement difficiles, ce qui rajoute en plus une complexité supplémentaire à quelque chose qui est déjà loin d'être simple. Et cette personne-là, elle était, quand je l'ai croisée il y a quelque temps, rayonnante, une espèce de joie de vivre malgré tout ça, de sérénité malgré tout ce qu'elle a pu traverser. Et je pense que voilà, c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut davantage mettre en lumière ces personnes, parce que je crois que ça montre aussi que quand on dédie une partie de son temps, de sa carrière aux autres, on trouve aussi une forme d'accomplissement dans sa vie professionnelle et finalement dans sa vie personnelle, dont je pense beaucoup de nos concitoyens pourraient s'inspirer et ont peut-être besoin, et notre société de façon générale aujourd'hui a besoin peut-être de resituer un peu le projet, ce que doit être notre projet collectif et peut-être individuel, et donc de consacrer un peu ou beaucoup de son temps aux autres. Finalement, c'est une bonne façon aussi de se sentir bien soi-même. C'est quelque chose que je ressens au quotidien, mais qui m'a particulièrement frappé quand j'ai pu échanger avec cette personne, où on se dit parfois les gens arrivent en fin de carrière, ils sont épuisés, et je pense... Ils regardent un peu dans le rétro aussi, je pense. Ils regardent dans le rétro, et puis voilà, il y a un épuisement, une lassitude. Je dis pas qu'il n'y en avait pas chez la personne avec qui, dont je parlais, avec qui j'échangeais, mais il y avait aussi tellement de choses positives, et peut-être je sais pas si c'est le bon mot, mais oui, de fierté aussi quelque part, d'avoir accompli ce qu'elle avait accompli, que je pense qu'on parle parfois d'alignement aujourd'hui, d'être aligné. Et voilà, c'est des personnes qui ont cette chance finalement et ce courage d'avoir recherché un alignement entre leurs valeurs et leur quotidien. Ça se retrouve, je pense, surtout sur des fins de carrière comme ça, dans leur façon d'être. C'est quelque chose qui, quelque part, leur aura fait du bien aussi toute leur vie. Et justement, au moment peut-être de tirer le bilan de sa carrière, je pense que oui, effectivement, il doit y avoir cette forme de fierté ou d'apaisement d'avoir été utile. Et du coup, toi, à titre personnel, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette organisation, le groupe SOS ? Je l'ai rencontré par hasard parce qu'on parlait moins à l'époque du secteur associatif, ou en tout cas de l'économie sociale et solidaire,
ou l'entrepreneuriat social, peu importe le terme, mais c'est des thèmes qu'on entend un petit peu plus aujourd'hui dans notre société. À l'époque, c'était quand même moins le cas, donc c'est des rencontres qui m'ont fait rencontrer le groupe. Et ce que j'ai aimé, et ce qui m'inspire, et je pense continuera de m'inspirer tout au long de ma carrière, c'est le mélange entre le sens, donc être utile justement, essayer d'être utile aux autres. On peut parler d'innovation sociale, environnementale, enfin répondre aux enjeux de société qui sont énormes. Et ça, c'est mélangé avec une forte envie d'être efficace, d'être pertinent, d'être quelque part des entrepreneurs. Et voilà, et je pense que ça aussi, on parle beaucoup d'innovation et d'entrepreneuriat dans notre société. Et quand on parle d'innovation, c'est souvent d'innovation tech. C'est le dernier smartphone ou le dernier un peu gadget à la mode. Appli, Voilà. Alors que justement, mes collègues et beaucoup d'autres innovent finalement au quotidien pour des personnes en difficulté, pour plus de solidarité. Beaucoup aujourd'hui innovent aussi sur la question climatique et environnementale de façon générale. Et moi, je trouve que c'est cette innovation dont on devrait parler, qui est belle, qui est fantastique et qui surtout répond à des enjeux qui, si on ne les traite pas correctement aujourd'hui, vont nous envoyer dans le mur. Donc, et il y a des innovations technologiques parfois qui servent d'ailleurs l'innovation sociale et environnementale. Nous, on a créé il y a quelques années une association qui s'appelle Reconnect et qui sécurise, numérise et protège les papiers de personnes vulnérables, donc par exemple des sans-domicile ou des demandeurs d'asile qui, quand ils perdent leurs papiers, et ça leur arrive malheureusement souvent parce qu'en plus ils vivent dans des conditions parfois très difficiles dans la rue, enfin, c'est facile de perdre des documents, ces papiers quand on est dans cette situation-là. Et les travailleurs sociaux passent beaucoup de temps en général justement à refaire les papiers de ces personnes. Et donc on a trouvé un moyen, effectivement, un dispositif qui travaille avec toutes les associations sociales de ce pays pour, via les associations, via les travailleurs sociaux, numériser et protéger dans un coffre-fort numérique, dans un cloud qui s'appelle Cloud Solidaire, tous les papiers justement sensibles, importants de ces personnes-là. Donc voilà, ça existe. L'innovation aussi tech au service de l'innovation sociale et environnementale, ça existe. Tu œuvres pour plus d'engagement pour un monde meilleur. Quels sont tes sujets de prédilection, justement, à titre plus personnel? Est-ce que tu as plus d'affinité pour, je sais pas, pour l'écologie, l'éducation? Moi, tous les sujets qui sont liés à l'intérêt général me passionnent et souvent ils sont liés. On parle beaucoup aujourd'hui des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. Je suis de plus en plus concentré sur les enjeux environnementaux parce que ça fait longtemps qu'on sait que le réchauffement climatique et tout ce qui se passe autour de l'environnement impacte notamment, surtout, les plus précaires, les plus pauvres, que ce soit en France. C'est les personnes qui travaillent, qui ont des métiers difficiles, qui vont être impactées par le réchauffement climatique, et ça c'est vrai partout dans le monde. Et puis en termes de population, on sait que des populations qui, à l'international, vivent déjà dans des conditions difficiles, vont voir ces conditions-là encore s'aggraver, et qu'on nous annonce des centaines de millions de réfugiés climatiques, et que ces réfugiés climatiques, c'est pas les plus aisés aujourd'hui dans notre société. Donc le réchauffement climatique va accélérer le développement des inégalités qui déjà sont importantes aujourd'hui. Donc c'est vrai que je me tourne de plus en plus vers cet enjeu environnemental parce que je pense qu'il est au carrefour de beaucoup de sujets qui sont importants pour l'ensemble de la population française et mondiale, et qu'il se passe quelque chose sur la question environnementale qui devrait se passer aussi sur la question sociale, c'est-à-dire une prise de conscience qui est très lente, mais quand même, on voit tout ce qui se passe autour des personnes qui basculent, justement, qui souhaitent se réorienter dans leur carrière parce qu'ils trouvent que leur entreprise est trop polluante ou en tout cas ne s'intéresse pas aux enjeux environnementaux. Tous ces jeunes qui, pendant des cérémonies de remise de diplôme, disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans les métiers, dans les débouchés classiques de leur formation. Donc on sent qu'il se passe quelque chose. Et donc la question, c'est comment on arrive à transformer les mentalités, transformer notre société pour que le plus grand nombre possible de personnes changent leur comportement. Et voilà. Et donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la question environnementale et climatique aujourd'hui, parce que je pense qu'on peut y prendre dans la façon dont les militants s'engagent
des choses intéressantes, y compris sur d'autres sujets, notamment sur la question sociale ou la question des inégalités. Alors j'ai vu que tu accompagnais, enfin le groupe SOS accompagnait aussi, œuvrait sur l'animation territoriale. Alors est-ce que le H7 en fait partie? Alors l'animation territoriale, c'est aujourd'hui une de mes casquettes. C'est de faire en sorte que les salariés du groupe se rencontrent et imaginent des projets. Donc, parce qu'aujourd'hui, on est organisé beaucoup par métier. Mais c'est parce qu'un jour, des personnes qui travaillent sur la question du handicap chez nous ont rencontré des personnes qui travaillent dans des crèches, qu'on a inventé des crèches qui accueillent des enfants en situation de handicap avec des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. D'accord. Donc les deux publics peuvent grandir ensemble, ce qui évidemment est une grande richesse pour eux et pour les familles, les professionnels évidemment. Donc on a envie de continuer, c'est même un des premiers objectifs du groupe, c'est de faire en sorte que des métiers différents puissent se rencontrer, échanger et inventer de nouvelles solutions. Et Hachette, finalement, c'est un peu ça. C'est un lieu qui, au départ, doit être dans un endroit extraordinaire, qui est à Lyon, dans le quartier Confluence, une ancienne chaudronnerie qui fabriquait des chaudrons industriels. Donc, on était vraiment dans le cœur du savoir-faire et du patrimoine industriel lyonnais. Puis, comme malheureusement beaucoup d'entreprises, l'activité a dû cesser ou se réorienter. Et donc, la métropole de Lyon, qui est propriétaire de ce lieu extraordinaire, a décidé d'en faire un emblème de la French Tech sur le territoire lyonnais, sur le territoire de la métropole. Et nous, on a eu l'honneur d'être choisis pour gérer ce lieu. On est actionnaire majoritaire de la société qui gère ce lieu, avec d'autres, dont l'association Artifarti, qui fait plein de choses formidables dans la culture. Et voilà, et de ce lieu qui doit être un lieu qui fasse rayonner les startups, il y en a 70 aujourd'hui, dans le domaine de la tech et de façon générale de l'innovation, de l'entrepreneuriat, puisque c'est le groupe SOS notamment qui est à la tête de l'animation de ce lieu. Évidemment, il y a une réflexion permanente sur comment les startups, justement, peuvent s'orienter vers de l'innovation sociale et environnementale. Voilà, donc c'est un bon exemple. Et donc, c'est quelque chose qui, je pense, incarne bien ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire de faire se rencontrer des univers qui parfois ne se rencontrent pas, l'univers de la tech, le faire se rencontrer, et notamment des startups, les faire rencontrer des grandes entreprises, mais aussi le monde de l'intérêt général avec les collectivités, mais aussi des associations, pour que on invente là aussi des solutions qui peuvent utiliser la technologie ou le digital, mais qui vont être vraiment soucieuses de limiter leur impact social et environnemental, voire qui vont même avoir pour objectif d'avoir une activité sociale et environnementale. Donc c'est un lieu qui est passionnant et vraiment emblématique de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat qui est compatible ou même au service des enjeux d'aujourd'hui. J'avais reçu justement Julien Marbouti, le directeur du H7, qui m'avait parlé du programme 13 millions, qui est tout à fait aligné avec ce que tu viens de me dire là, justement, ce programme. Tout à fait. Ouais. Et Julien, Cédric, qui est le président de Hachette et toute l'équipe, travaillent depuis longtemps sur ce sujet-là, qui effectivement a pris encore une vitesse supplémentaire avec ce programme, qui est le sujet de la fracture numérique et comment accompagner justement des projets, des startups qui placent la lutte contre la fracture numérique, et elle est encore importante aujourd'hui dans notre pays, au cœur de leur projet. Alors tu parlais justement de la culture tout à l'heure. C'est un sujet aussi sur lequel j'ai cru voir que c'était aussi important pour toi. C'est important pour moi, oui. C'est une de mes fonctions au sein du groupe SOS d'animer et de développer avec Claire Andriès, qui en est la directrice générale, ce secteur. La culture, elle a toujours été présente dans nos établissements parce que c'est un formidable moyen d'éduquer, de sensibiliser, de faire passer des messages ou simplement de prendre du plaisir. C'est la culture, oui, c'est qu'on regarde une exposition, une œuvre, un spectacle, ou parfois même qu'on y contribue. On peut aussi s'essayer à la création. Et ça a un effet qui est fantastique, notamment pour les personnes qui peuvent rencontrer des difficultés dans leur vie. C'est valorisant. C'est aussi quand on peut avoir la chance d'assister à un spectacle ou de voir une exposition, on se sent mieux aussi parce que on touche du doigt quelque chose qui est beau, qui rayonne, qui vous permet de
d'échapper peut-être aussi pendant un temps, un moment à votre La quotidien. réalité. Oui. Donc tout ça est formidable et nos professionnels depuis toujours utilisent la culture. Et donc on a créé un secteur culture il y a quelques années avec 2 objectifs. Le premier qui est justement d'accélérer la façon dont les institutions culturelles travaillent avec nos publics. Donc comment les personnes qu'on accompagne au quotidien, nos bénéficiaires, peuvent davantage aller dans ces grands musées, dans ces lieux de culture. D'accord. Il y en a beaucoup en France, mais qui ont besoin parfois, je pense, d'être accompagnées ou challengées un peu sur la façon dont elles accueillent justement ces publics qui n'ont pas l'habitude d'aller dans ces lieux. D'accord. Donc il faut aussi avoir une vraie réflexion, c'est quasiment de l'ingénierie culturelle pour réinventer aussi un peu même les codes, parce que les institutions culturelles françaises développent des codes qui ne sont pas forcément toujours très bien reçus ou accueillis ou compris par beaucoup de nos concitoyens. Beaucoup de nos concitoyens n'osent pas ou se disent que c'est pas fait pour eux d'aller dans ces institutions culturelles. C'est pas normal. Donc, en tout cas, c'est normal de se demander comment on fait pour que ces institutions soient le plus accessibles possible à toutes et tous. Parce que c'est, je trouve, vital pour toutes et tous de pouvoir en bénéficier. Donc voilà, on travaille avec beaucoup d'institutions culturelles en leur demandant... Et ça se matérialise comment, par exemple? Est-ce que tu aurais un exemple de ce que vous auriez fait? Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que on travaille sur comment nos bénéficiaires peuvent aller dans des établissements culturels, mais on fait aussi venir des institutions culturelles ou des artistes dans nos établissements. Et donc, on a expérimenté depuis quelques mois des résidences d'artistes ou d'auteurs qui viennent passer plusieurs jours dans certains de nos établissements. Donc, des auteurs, parfois des écrivains, et qui vont travailler avec des jeunes, par exemple, en difficulté, qui sont placés dans nos établissements sur le récit, comment raconter une histoire. Et donc, ils vont passer plusieurs jours à travailler là-dessus. Beaucoup aussi sur l'oralité, parce que c'est pas toujours facile, même si c'est un axe sur lequel on travaille beaucoup aussi par ailleurs, d'écrire, quand on a eu un parcours scolaire parfois chaotique. Donc là, en tout cas, cette résidence-là, en l'occurrence, elle travaillait beaucoup sur les récits, le récit raconté oralement, des histoires, inventer, imaginer une histoire, et être capable, après quelques jours, de la raconter, de la réciter devant ses camarades et puis devant les familles présentes. Voilà, c'est un exemple qui, je pense, est extrêmement utile, important et valorisant en l'espèce pour les jeunes qu'on accueille. Ça fait un bien fou, en fait, ce type d'initiative. Et en fait, tout le monde ressort, que ce soit les jeunes, les professionnels ou les artistes ou les auteurs, qui à un moment se prêtent à ce type d'initiative. Ben, ce qui est super, et c'est ça que d'ailleurs, un de mes messages, c'est que le fait de s'engager, d'être solidaire, de s'impliquer sur des projets qui font du bien aux autres, bah, ça fait du bien aussi à soi. Et ça, on le dit malheureusement pas assez dans notre société. Oui, le fait d'apporter, d'avoir transmis quelque chose peut-être, d'avoir donné un peu de soi, un peu de temps, un peu d'attention aussi sur ces personnes qui... Ça crée un bien-être pour soi. Et voilà, et on est dans un modèle où, on est dans un modèle où aujourd'hui, où tout tourne quand même beaucoup autour de la commercialisation, de la vente et du coup de la publicité. Et c'est vrai que la publicité qui nous submerge au quotidien, elle a un modèle qui est beaucoup tourné sur acheter, vous vous ferez plaisir. Acheter notre dernier produit, notre dernier vêtement à la mode. Et c'est ça le message qui est donné en fait. Et ça va te faire du bien, tu vas t'éclater, tu vas en profiter. D'acheter, de posséder. Achète, possède, fais le tour du monde. Va à la plage à des milliers de kilomètres et voilà, et ça va te faire du bien et ça va montrer aux autres que tu as réussi ta vie. Mais réussir sa vie, c'est là où le combat doit être mené. Réussir sa vie, c'est pas ça. Réussir sa vie, je pense, c'est la façon dont on se comporte avec les autres qui fait qu'on réussit sa vie ou pas, je pense, au final. Donc comment je me suis comporté avec mes proches, évidemment, mais plus largement avec tous mes contemporains et avec la planète aujourd'hui, évidemment, tout ça étant lié. Et je crois que c'est un peu ce que je disais un peu plus tôt avec une de nos salariés qui partait à la retraite et que je trouvais rayonnante. C'est que je pense que, je ne sais pas si elle le formulerait comme ça, mais je pense que consciemment ou inconsciemment, elle sait qu'elle a réussi sa vie quelque part, professionnelle en tout cas. J'espère que sa vie personnelle va être longue encore, mais en tout cas sur sa vie professionnelle qui s'achève, je pense qu'il y a
oui, il y a quelque part, elle réalise quelque part qu'elle a réussi sa vie, je pense. Et voilà. Et je pense que c'est malheureux, mais ce type de débats ont beaucoup de mal à émerger alors qu'ils sont fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire dans une société comme la nôtre aujourd'hui que de réussir sa vie professionnelle et personnelle? On devrait être capable collectivement d'avoir plus de discussions là-dessus, parce que ça répondrait sans doute aussi un peu à cette quête de sens dans laquelle sont beaucoup de nos citoyens aujourd'hui, et que la consommation, manifestement, n'arrive pas totalement à assouvir, ou loin de là même, en fait. C'est ça. C'est ça. Alors justement, tu postes régulièrement sur LinkedIn avec le fameux hashtag dénonce ton héros ou ton héroïne. Comment ça a commencé? Comment l'idée t'est venue? Déjà, expliquer le concept. Ouais. Ben avec des amis pendant le premier confinement, comme beaucoup de personnes, on échangeait un peu, on prenait parfois des apéros en visio. C'était l'époque vraiment mars-avril 2020, donc où on est en pleine crise sanitaire. C'est une On applaudissait situation le personnel soignant Et exactement, à 20h. j'y arrivais, on applaudissait les soignants à 20h, donc c'était aussi des moments assez forts. Moi, j'ai trouvé que c'était... Parfois, je faisais mon petit footing là, 1 kilomètre autour de chez moi, avec les gens sur les balcons qui applaudissaient. Et c'est pour moi un souvenir extrêmement fort, vraiment très fort. Il y a eu plein de choses terribles pendant cette crise sanitaire, mais il y a eu des choses aussi, je trouve, dont on devrait s'inspirer aujourd'hui. Et justement, on s'est dit, comment on garde ça? Comment on garde cette reconnaissance? 3 ans après, enfin voilà, sur le coup, c'était ça, mais maintenant, faut le garder, quoi. Et oui, et on savait qu'il y avait de fortes chances qu'on n'applaudisse pas les soignants pendant très longtemps, à ce qui est arrivé. Et c'est toujours ce manque de reconnaissance aujourd'hui des soignants et de façon générale de ces métiers essentiels. On en est toujours là aujourd'hui. Et on le sentait venir avec nos amis, avec mes amis, et on s'est dit comment on essaie de contribuer au fait de continuer à parler de ces personnes, de ces métiers extraordinaires qui font des choses fabuleuses pour les autres au quotidien. Et on se disait en même temps, il y a beaucoup de violence sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'agressivité. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut continuer à dénoncer évidemment ce qui ne va pas, et que MeToo est une avancée considérable de ces dernières années. Mais à côté de ça, il y a des gens qui dénoncent tout et n'importe quoi et qui simplement vont être extrêmement violents, agressifs avec des personnes qui juste pensent différemment d'elles. Donc il y a une incapacité aujourd'hui dans notre pays aussi à débattre. Et donc à ces personnes qui sont agressives, qui ont tout le temps envie de rabaisser, à des gens qui pensent simplement différemment d'eux, on avait envie de leur dire, bah écoute, calme-toi un peu et dénonce plutôt tes héros ou dénonce tes héroïnes. Et c'est comme ça que le hashtag est né et qu'on a commencé à l'utiliser. Moi, je l'utilise très régulièrement sur LinkedIn notamment, et surtout sur LinkedIn qui m'apparaît aujourd'hui comme le seul vraiment réseau social sérieux quand on a envie justement de changer les choses, d'être pro dans la façon dont on... T'es plus sur Twitter, hein, c'est ça? Je suis très peu sur Twitter. Je trouve ça catastrophique, mais ça fait longtemps, hein, même avant Musk, hein, je trouvais ça catastrophique, et là, manifestement, ça s'aggrave. Et je me demande même comment une société comme la nôtre arrive à accepter en fait ce type de dérive, parce que pour moi, c'est une dérive, un réseau social qui laisse autant de haine, de racisme, d'homophobie, de sexisme, qui laisse autant faire ça. Je trouve que c'est pas normal, c'est pas acceptable. Les fake news, c'est vrai que le peu de temps que je passe sur Twitter quand je fais une recherche sur un sujet d'actualité, un sujet un peu complexe, 90% des informations sur lesquelles je tombe tout de suite, c'est des théories du complot, c'est des fake news. Enfin voilà, donc il faut avoir une vraie capacité de discernement et être capable de savoir trouver une info crédible quand on va sur Twitter. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas pour tout le monde, et notamment chez les jeunes. Donc c'est pour ça d'ailleurs aussi que nous, au sein du groupe SOS, on a développé une activité d'éducation critique aux médias à l'attention des jeunes, où on les fait travailler sur justement discerner une bonne d'une mauvaise information, savoir être capable de creuser, de vérifier une source. C'est quelque chose qui aujourd'hui est je pense, vital pour notre société. Donc oui, j'utilise beaucoup LinkedIn, où il est possible de créer des relations de qualité, d'avoir de l'impact. Moi, j'ai parfois passé des messages sur LinkedIn pour aider des personnes qui en avaient besoin à trouver un stage ou un emploi. Ça a marché? Et ça a marché. Génial. Donc,
quand, comme moi, aujourd'hui, on raisonne beaucoup justement au travers de cette question de l'impact, comment je peux être utile, mais vraiment utile, hein, et qu'il y ait des vrais retours, des vraies retombées sur des choses que je peux partager, poster. Donc, j'ai vérifié à de nombreuses reprises qu'avec LinkedIn, on pouvait créer une communauté qui, à un moment donné, s'implique pour résoudre un problème. Elle s'implique vraiment. Dans la vie réelle, quoi. Exactement. Pas que du virtuel. Ouais. Alors, est-ce que toi, à titre plus perso, donc, l'engagement pour un monde meilleur, ça a toujours été un fil rouge dans ta vie, dans ton parcours? En tout cas, c'est sûr que depuis SOS, depuis 23 ans, c'est le cas. J'y suis un peu arrivé par hasard, mais je pense que ça a toujours été un peu là. Pourquoi, je ne sais pas, mais je pense que j'ai toujours eu une attention particulière aux autres. Est-ce que, je ne sais pas, dans ton éducation, dans ta famille, est-ce que c'était quelque chose que, je sais pas, tes parents étaient engagés dans des non, assos, pas forcément, pas trop, mais après, je pense que forcément, si je suis comme ça, c'est qu'il y avait quand même sans doute ça dans mon éducation. Puis après, voilà, ouais, c'est parfois difficile, mais en tout cas, toujours effectivement eu une empathie particulière pour les gens qui m'entouraient, une sensibilité particulière à ce que peuvent ressentir les gens. Donc oui, ça a toujours été là. Très difficile pour moi de savoir pourquoi, mais c'est vrai que comme je savais pas trop quoi faire pour m'engager, mais quand même que c'était là. Je me rappelle que dès que j'ai eu l'âge de le faire, j'ai passé mon brevet de secouriste. Quand j'ai commencé à bosser dans ma vie active, moi je suis juriste de formation et j'ai fini par mon premier job, ça a été dans une compagnie d'assurance, parce que c'était la spécialisation un peu par hasard là aussi, ou par défaut, que j'avais fait en droit. Et donc quand je bossais dans une grande compagnie d'assurance au début de mon parcours, je voyais bien qu'il me manquait quelque chose et je commençais à réfléchir à la façon de m'engager bénévolement de différentes façons. Donc, t'as fait quoi? J'ai pas eu le temps de le faire parce que la rencontre avec le groupe SOS est arrivée rapidement après, mais je commençais à regarder sur Internet et c'était pas évident et ce l'est toujours pas d'ailleurs, c'est une question, on pourra y revenir. Et à l'époque, est-ce qu'il y avait des causes qui t'intéressaient plus que d'autres ou pas? Je commençais à regarder sur des numéros, comme je suis juriste, je commençais à voir si je pouvais être utile en tant que juriste sur des associations qui parfois font de l'accompagnement pour des personnes en difficulté ou victimes de violences, ou voilà, sur la façon dont elles peuvent porter plainte ou être aidées sur le volet juridique. Je m'intéressais aussi à des services d'écoute qu'on peut appeler justement quand on est victime de violences, femmes victimes de violences ou des enfants victimes de violences. Donc il y a des numéros d'appel et donc des gens qui répondent au téléphone. Et voilà, ça m'intéressait en fait de pouvoir être finalement quelque part dans cette capacité à relayer des alertes, à aider quelqu'un qui à un moment donné a une difficulté, qui ne sait pas comment faire. Et parce que parfois aujourd'hui c'est ça le problème, c'est que les gens vivent des choses et ne savent pas toujours très bien vers qui se tourner. Et d'ailleurs, c'est une réflexion à côté de mon parcours professionnel, c'est une réflexion qui est toujours là aujourd'hui. Et je discutais avec une jeune femme qui a 18 ans et qui me racontait ce que au lycée, elle connaît 5 amis ou amis d'amis qui ont été victimes de viol. Et c'est pas le viol tel que nos médias en parlent aujourd'hui. Les médias, ils ne parlent que des viols qui n'arrivent finalement que très rarement. C'est-à-dire une femme violée par un inconnu parce qu'elle est partie faire son footing ou ce genre de choses, quoi. Or, aujourd'hui, la grande majorité des viols, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est de l'entourage, un proche, un ami, etc. Et en l'occurrence, dans cette situation, c'est bien le cas. C'est que 5 jeunes femmes qu'elle connaît qui lui ont dit, et sans doute qu'il y en a plein d'autres qui ne lui ont pas dit. Donc on est sur quelque chose de massif en fait, hein, sur le plan national. De toute façon, les chiffres qui sont sans doute sous-évalués l'indiquent. Mais quand elle me racontait ça, elle me disait, bah oui, c'est un flirt qui dégénère, l'autre c'est un ex qui a trop bu, l'autre c'est un ami en fin de soirée, enfin un ami entre guillemets. Etc., etc. Et voilà. Et aujourd'hui, je me demande comment, et j'ai pas encore complètement trouvé, mais ce sera sans doute là à titre bénévole, comment je pourrais m'impliquer pour une association, ou en tout cas pour cette cause-là, parce que sur les 5 filles là, par exemple, 5 jeunes femmes dont je parlais, il y en a qu'une qui a porté plainte. Ça se passe très mal. Enfin, c'est très compliqué d'aboutir. Les 4 autres n'ont pas osé parce que c'est difficile aujourd'hui de prendre la parole
Même encore aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. D'aller porter plainte. Parfois, on est mal reçu aussi, j'entendais. On est mal reçu, ou même parfois, on va en parler à un de ses proches avant d'aller porter plainte, et puis il peut y avoir des réflexions comme c'est ton ex, mais oui, mais c'est pas parce que c'est mon ex qu'il a le droit de me violer, quoi. Enfin, il y a aussi culturellement encore beaucoup de choses à faire et à faire évoluer, en tout cas dans les mentalités, pour que les hommes et les jeunes hommes comprennent que c'est pas possible de faire ça. Le consentement, enfin, puis c'est des questions de domination, de supériorité. Je pense que consciemment ou inconsciemment, il y a beaucoup d'hommes, et malheureusement, et je croyais que c'était pas le cas, mais manifestement, ça dure, et notamment chez les jeunes générations, c'est loin d'être réglé, qui considèrent que c'est normal parce que quelque part, leur désir passe avant le respect des femmes. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc oui, il y a encore quelque chose dans notre société qui fait que les hommes se croient souvent supérieurs aux femmes. Donc c'est pas réglé, c'est loin d'être réglé. Donc ça, voilà, c'est un des sujets sur lequel je m'interroge beaucoup en ce moment sur la façon dont je peux être utile. Je pense que c'est important que des hommes prennent davantage la parole aussi là-dessus, pour dire c'est pas possible. Enfin, en tant qu'homme, je pense qu'on doit sortir de cette situation, et vite, parce qu'elle est inacceptable. De façon générale, oui, j'aimerais bien aussi continuer à prendre peut-être un peu la parole en tant qu'homme sur ces sujets-là, mais pour contribuer à des discussions entre hommes, parce que je pense qu'elles sont nécessaires. Il ne faut pas que les hommes viennent, et il y en a qui peuvent le faire parfois, et c'est évidemment un peu ridicule, que les hommes expliquent aux femmes ce que doit être le féminisme. Ça, si on peut éviter, je pense que ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Mais par contre, que des hommes à d'autres hommes, voilà, aujourd'hui, la situation, enfin, on peut pas nier que c'est encore dramatique et que ça sert à rien de dire que tous les hommes ne sont pas comme ça. Enfin, c'est un truc qui revient souvent, le not all men, c'est-à-dire que quand une femme raconte aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple, ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle vit au quotidien, il y a forcément des mecs qui vont débarquer pour lui dire « Mais moi, je suis pas comme ça, tous les hommes ne sont pas comme ça. » Et on s'en fout, on s'en fiche. Enfin, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est plus la façon dont chacun, on peut aider, se réinventer, en parler avec d'autres hommes, porter ces sujets-là pour faire en sorte que notre société évolue vraiment. Donc les sujets, justement, pour plus d'égalité, le féminisme, c'est des sujets aussi qui te portent visiblement ? Oui, ça me porte. Tout ce qui interroge un peu la façon dont on perpétue des inégalités a tendance à m'agacer un peu. Cette façon qu'on a de finalement pas trop régler les problèmes. Tu connais Nina Ramen ? Je la connais très bien, et c'est vrai que ce qu'elle fait justement pour aider des femmes à prendre davantage la parole sur LinkedIn, c'est quelque chose de formidable avec Ramène ta fraise. Donc moi, toutes ces initiatives-là qui sont extraordinaires, j'ai tendance à essayer de les soutenir et d'en parler autour de moi, parce que je pense qu'effectivement, on a tous un rôle à jouer, et comme Nina, à un moment, elle est une experte de LinkedIn. Elle se dit comment je peux être utile pour cette cause des femmes qui m'est chère, qui est importante pour moi. Et elle a cette idée formidable de créer des formations et une communauté de femmes qui vont se former à prendre davantage la parole, et puis à s'entraider aussi, parce que c'est pas toujours facile quand on subit des commentaires un peu hargneux d'hommes qui essayent de vous rabaisser, de dire que décrédibiliser ta parole. Voilà, vous desservez votre cause. Ça aussi, c'est un truc assez classique. C'est pas comme ça qu'il faut porter votre combat, blabla, blabla. Au quotidien, c'est parfois très dur, ouais, pour des femmes de prendre la parole et de s'exprimer sur ce qu'elles vivent et sur la façon dont ça pourrait évoluer. Est-ce que tu penses qu'on devrait inciter les jeunes générations à s'investir davantage pour les causes, mais dès l'école, tu vois ? Ouais, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'école devrait davantage porter ces sujets-là. C'est question de l'engagement, accompagner les enfants vers un engagement bénévole assez tôt, ou en tout cas leur montrer à quel point c'est important dans notre société d'être solidaire, d'être utile aux autres. C'est déjà un peu fait, mais même pas suffisamment. Entre gamins, déjà eux-mêmes, le respect, la solidarité, être là les uns pour les autres, la coopération. On peut faire beaucoup mieux en matière de coopération à l'école.
ça renforce la confiance dans les autres, ça renforce aussi la confiance en soi quelque part. Donc tout ça me paraît extrêmement Il y a aussi un peu d'empathie. important. L'empathie, ouais, bien sûr. Tout ce qui est soft skills. Et d'ailleurs, on apprend mieux quand on travaille d'abord sur les soft skills, sur la confiance en soi, la confiance dans les autres. C'est même une façon de mieux apprendre ce qu'on a à apprendre à l'école par la suite. Donc, et moi, je crois beaucoup au parrainage. Je parraine un jeune qui s'appelle Lamine, qui a 21 ou 22 ans maintenant, qui est arrivé de Guinée il y a quelques années. Il était mineur, il avait 15 ou 16 ans. Donc, il a traversé une partie de l'Afrique et la Méditerranée. Et il est passé par l'Italie, il a fini par arriver en France. Donc, moi, je le parraine avec l'association Parrain par 1000, c'est-à-dire que déjà, j'essaie de lui faire passer des bons moments, de visiter une expo, de se balader dans Paris, de boire un verre, de discuter de la vie. Ouais. Et puis, l'idée de ce parrainage, c'est aussi et surtout d'être là pour l'accompagner dans ses choix scolaires ou ses choix professionnels. Et aujourd'hui, il est menuisier et il s'éclate dans ce qu'il fait. Ouais, c'est super. Et on parlait de LinkedIn tout à l'heure. Ça fait partie des personnes que j'ai essayé d'aider en parlant d'eux sur LinkedIn. Donc, Lamine cherchait un boulot de menuisier. Donc, on se dit que c'est pas forcément les métiers qui sont le plus présents, le représenter sur LinkedIn. Ben, néanmoins, j'ai fini par rentrer en contact avec le patron d'une PME qui cherchait un menuisier. Et donc Lamine a rejoint cette entreprise il y a quelques temps maintenant et ça se passe très bien. En contrat, Ouais, CDI, tout à fait. super, Ouais. c'est génial. Ouais, c'est super. Une idée, une option pour si on souhaite s'engager, on ne sait pas trop par où commencer, ça peut être aussi une option. Tout à fait. Il y a plein d'associations qui font du parrainage au quotidien. Et aujourd'hui, avec Internet, on peut trouver facilement. Donc, on tape parrainage, jeune, le nom de sa ville et on va tomber sur des associations. On a créé d'ailleurs des plateformes via une marque qui s'appelle Active, HACKTIV, où on développe avec des collectivités des plateformes qui permettent de mettre en relation des associations locales avec des gens qui veulent s'engager. Donc voilà, c'est aussi un exemple de la façon dont la technologie, le numérique, peut aussi avoir une utilité sociale. Donc voilà, il peut y avoir une plateforme comme ça sur son territoire. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut quand même trouver très vite une façon de s'engager, aller dans les mairies. Les mairies, c'est quand même des lieux où, en général, il y a des gens qui connaissent tout le secteur associatif du territoire. Donc voilà, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de moyens de se rendre utile. Et je crois beaucoup au mentorat et au parrainage comme façon pour les gens qui sont insérés et qui vont bien dans leur vie, de donner un coup de main à quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main à un moment donné, c'est extrêmement utile. Ça a un vrai impact. Nicolas, quels sont tes moteurs ? Qu'est-ce qui te fait lever le matin ? C'est ça, quelque part. C'est d'être utile, je pense. C'est d'essayer de rendre ce monde à mon échelle un peu plus sympa, de voir justement comment on peut le faire concrètement, les rencontres avec justement j'ai beaucoup de chance dans ma vie d'être entouré de personnes qui font des choses fantastiques justement pour les autres, mes collègues, tout l'écosystème du secteur associatif, de l'économie sociale et solidaire. C'est des gens qui sont formidables et qui donnent le sourire parce qu'ils croient en ce qu'ils font. Et en général, les gens qui s'engagent, en plus, c'est des gens qui sont extrêmement agréables à côtoyer, qui sont drôles, qui sont bien dans leur basket. Donc, moi, ça me paraît évident que c'est vers ça qu'il faut aller. On dit que les gens qui sont dans le secteur associatif ou qui sont très engagés, parfois, ça peut être très épuisant aussi. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'être épuisé justement ? Comment tu arrives à recharger tes batteries ? Oui, c'est une bonne question. Il faut faire attention. Effectivement, dans le militantisme, il peut y avoir aussi souvent un peu de burn-out parce qu'on ne sait plus s'arrêter, parce qu'on peut aussi culpabiliser sur le fait qu'on n'en fait jamais assez. Parce que c'est vrai que changer les choses dans le contexte actuel, il y a beaucoup à faire. Donc, je pense qu'il faut être capable de faire la différence entre nous, personnellement, ce qu'on est capable de faire, de faire évoluer dans notre quotidien, dans les engagements qu'on peut avoir. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on a moins facilement la main. Donc il faut peut-être lâcher un peu prise là-dessus et se concentrer pleinement sur nous, ce qu'on est en capacité de faire. C'est-à-dire, si mon métier n'a pas suffisamment de sens,
Je peux voir comment effectivement changer de boîte, aller vers le secteur associatif, ou même il y a des entreprises classiques qui commencent vraiment à s'engager de plus en plus de façon sincère. Donc voilà, c'est ça, comment je change mes modes de consommation pour être davantage aussi en accord avec, sur la question environnementale, ouais, avec mes valeurs. Il y a tellement de choses à faire. Et en tout cas, c'est d'avoir une forme de curiosité. J'ai une amie proche, par exemple, qui s'appelle Pauline Moreau, qui est dans le recrutement. Et voilà, et ça fait un petit moment qu'on discute et qu'elle elle a envie de faire des choses utiles. Et voilà, et ça part souvent de cette curiosité-là. Et comme elle a eu cette curiosité-là, elle a fini par rencontrer un établissement qui accompagne des jeunes femmes qui étaient à la rue ou qui ont eu aussi des situations très difficiles. Et donc, comme Pauline est très bonne dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire dans le recrutement, elle sait, pour une jeune femme comme celles qui sont dans cette structure-là, elle sait comment les accompagner pour refaire leur CV, pour trouver un stage, pour candidater. Voilà. Et donc, elle accompagne une de ces jeunes femmes qui doit avoir une vingtaine d'années. Ce qu'elle me raconte, c'est c'est des moments forts, c'est de la joie, c'est extrêmement positif, évidemment, pour la jeune femme qu'elle accompagne et qui va sans doute finir par trouver un travail grâce à ce travail qu'elles font ensemble, à ces moments qu'elles passent ensemble. Et pour Pauline, c'est aussi extra parce que c'est... en plus, enfin, voilà, elle a développé des compétences qui sont extrêmement importantes dans son domaine. Et c'est chouette à un moment donné de mettre ces compétences-là au service de personnes qui en ont besoin et pour qui ça va avoir des conséquences qui sont extrêmement positives et qui vont l'être de façon forcément durable, quoi. Parce que quand on est dans des situations comme ces jeunes femmes, enfin, le premier emploi, c'est quelque chose de crucial. Donc, trouver quelque chose un employeur qui va les accompagner, qui va leur donner leur chance, qui va les faire évoluer. Enfin, c'est un enjeu qui est fondamental. Et parfois, venant d'une situation difficile, précaire, on a aussi des blocages, des freins qui sont aussi des sortes de croyances aussi limitantes. Donc, pouvoir faire ce travail avec quelqu'un, je trouve que c'est aussi très important. Je pense que là, dans cet exemple précis, pour la jeune femme, effectivement, qui passe un peu de temps avec Pauline, qui je trouve est une star du recrutement, je pense que c'est extrêmement valorisant. Enfin, c'est extrêmement valorisant de voir quelqu'un qui est brillant dans son domaine passer un peu de temps avec soi, te donner des conseils, te challenger aussi, parce que je pense que Pauline, elle est aussi là pour challenger cette jeune femme et qu'elle s'en privera pas. Elle a raison de l'être. Je pense que moi, c'est un de mes grands credos, c'est que pour être exigeant avec l'autre, c'est le respecter. En fait, c'est quand on n'a plus d'exigence avec les autres qu'il y a quelque chose qui en fait se perd. Donc voilà. Après, l'exigence, comme tout, faut pas exiger des choses qui sont impossibles non plus. Hein. Mais de l'exigence, être exigeant avec l'autre, c'est aussi une forme de respect, je trouve. Et donc voilà, pour des personnes qui ont eu des difficultés, qui sont dans des situations difficiles, de considération, c'est ça. C'est pas parce que tu as eu un parcours extrêmement difficile, que tu es dans une situation très compliquée, que je vois pas ton potentiel. C'est ça aussi. Je vois ton potentiel, donc je pense que maintenant il faut que tu sois à la hauteur de ce aussi, que tu en aies conscience, et je vais t'aider à être. Mais ça va venir, ça peut venir de moi qui suis en train d'essayer de te donner un coup de main, mais ça doit venir aussi de toi. Alors, dernière question, Nicolas, comment prends-tu soin de toi ? Ça passe par pas mal de choses. Je pense que déjà, j'ai beaucoup de chance justement d'être dans un environnement qui est quand même, au final, que ce soit professionnel, bénévole, personnel, extrêmement positif, justement, avec toute cette question d'engagement. Encore une fois, les gens qui s'engagent sont des gens quand même souvent très agréables à côtoyer, avec qui on prend du bon temps. Après oui, je fais beaucoup de choses, mon boulot, des engagements bénévoles, LinkedIn, où mine de rien, j'y passe quand même un peu de temps. Donc tout ça fait que parfois ça fait beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est déjà quand il y a un problème ou une situation compliquée, c'est la régler. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui partent un peu en vrille parce que elles n'arrivent pas à se sortir de problématiques qui peuvent être un peu compliquées. Donc
Moi, j'ai toujours eu tendance à pas mettre les choses sous le tapis. Donc ça, je pense que c'est important. Et de pas laisser les situations de pas pourrir. laisser les situations pourrir. Oui, je pense que c'est important. Et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations psychologiques compliquées, notamment aujourd'hui, parce que parfois, elles n'ont plus d'appétit dans leur travail, par exemple. Donc ça, et c'est pas toujours évident. Il faut être capable à un moment donné de faire évoluer son boulot ou d'en changer. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. Et voilà, et c'est vrai que la fameuse charge mentale, parfois c'est ça aussi, quoi. C'est des situations ou des dissonances cognitives qui font qu'on est trop en écart avec, en termes de valeur avec ce qu'on fait au quotidien. Et voilà, et je pense que ces personnes-là, il faut qu'elles... On n'est pas obligé toujours de changer tout de suite de job. Il faut être bienveillant. On a le droit de tâtonner, notamment, il faut le dire, pour les jeunes qui, aujourd'hui, parfois, certains, en tout cas, ont une exigence très importante dès qu'ils sortent des études. Je pense que c'est important de leur dire que, voilà, tu as le droit de tâtonner. Tu as le droit de ne pas trouver tout de suite le boulot de tes rêves, ou en tout cas qui correspond complètement à tes valeurs. Et même si tu fais quelques années dans l'entreprise classique, tu vas apprendre plein de choses qui te seront utiles après si tu vas dans des entreprises plus... avec une finalité plus sociale dans le secteur associatif. Donc, par contre, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps parce que une fois qu'on a travaillé 5 ans, 10 ans, 15 ans dans des entreprises qui finissent par vous payer très bien avec des conditions de travail, enfin des conditions qui sont matériellement très aidantes, on va dire ça comme ça, c'est difficile de basculer. Donc, il y en a qui le font tout le temps, hein, mais c'est difficile. Donc, je pense qu'en tout cas, notamment si j'avais un conseil pour les plus jeunes, c'est pour pas se retrouver dans ce type de situation dans quelques années, c'est d'avoir ce mélange entre bienveillance et exigence. C'est-à-dire, j'ai le droit de tâtonner un peu, mais par contre, à un moment, il faut quand même que je sois aligné avec mon job, sinon c'est très difficile à vivre. Et voilà, je pense que ça explique beaucoup de situations psychologiques parfois difficiles aujourd'hui dans notre société, parce que les gens réalisent bien l'ampleur des enjeux sociaux et environnementaux, et si leur boîte est à l'opposé de ça, c'est quand même difficile à vivre. Et puis moi, j'essaye de couper mon téléphone parfois, ou en tout cas d'aller me balader ou d'aller au resto sans mon téléphone. Je le laisse. C'est ma façon de déconnecter ou c'est vrai que le téléphone, c'est un outil de travail aujourd'hui, forcément, hein, pas que, mais beaucoup, pour des jobs comme le mien. Donc, parfois, le laisser sur la table et aller se promener sans, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien, je pense. Ouais. Donc, sur les réseaux sociaux, donc, on te retrouve essentiellement sur LinkedIn. Oui. Est-ce que tu es sur Instagram ? Un tout petit peu. Pas très actif, non. C'est sur Instagram, Twitter, Facebook, un tout petit peu, mais c'est surtout au quotidien, LinkedIn. Ouais. LinkedIn, ouais. Ok, génial. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton partage. Merci à toi, j'étais ravi d'être là. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.